Bosset de m'avoir prêté cette salle. Et ce soir, eh bien, je vais essayer de vous faire partager ma passion, comme vous le savez, sur la préhistoire. Alors on va attaquer les innovations technologiques en préhistoire. Je pense que vous les connaissez. Elles sont toujours d'actualité aujourd'hui. Elles ont été bien sûr améliorées par l'homme moderne. Et c'est une période qui s'étend sur près de 3 millions d'années. Alors rassurez-vous, j'ai à peu près 1 heure pour vous en parler. On ne va pas trop s'éterniser quand même. Ces périodes-là s'étalent environ sur 3 périodes. Donc le paléolithique inférieur, qui est le plus long, qui fait environ 3 millions d'années jusqu'à 300 000 ans avant le présent. Le paléolithique moyen, propre, on va dire, à l'homme de Néandertal, on appelle ça le moustérien, qui date donc de 300 000 à environ 40 000 ans. Et l'arrivée, en tout cas sur le continent européen, de l'homme moderne, 40 000, 10 000 ans, avant le présent. Sans perdre de vue quand même que l'homme moderne était déjà en Afrique il y a environ 195 000 ans. Donc les innovations technologiques en préhistoire, vous allez voir qu'elles démarrent assez tôt, et c'est dans la période du paléolithique inférieur, 3 300 000 ans, où bien sûr cette longue période a permis à l'homme, le premier du genre Homo, on verra pourquoi on va l'appeler Homo par rapport à tous les autres primates. Nous sommes des primates, il y a environ 195 espèces de primates connues dans le monde actuel. Nous sommes la seule espèce de primate à avoir réussi à surpasser les autres et à avoir bien sûr pu créer des innovations technologiques, des révolutions, des inventions technologiques. Vas-y, commence. Alors la question bien sûr est de savoir pourquoi, voilà, appellation d'origine contrôlée Homo. On va rester politiquement correct, on est dans la préhistoire, on n'est pas dans les tendances actuelles. Alors Homo, alors vas-y, continue. Il va falloir répondre à ce qu'on appelle un cahier des charges, hein, les critères d'appellation d'origine contrôlée. Vas-y. Et si on n'a pas ces critères-là, eh ben on ne peut pas appartenir au genre Homo. Voilà, stop. Alors, premier Australopithèque, tout le monde connaît pratiquement Lucie. Elle a un cerveau d'environ 450 cm3. Elle a vécu à peu près il y a 3 millions d'années. Ensuite, on va voir le premier du genre Homo, et vous verrez les critères qu'il faut avoir. Et déjà que ça se passe sur le cerveau. Premier du genre Homo habilis. Déjà, il a un cerveau un peu plus gros, il faut qu'il fasse environ 650 cm3. C'est déjà un premier élément pour pouvoir appartenir au genre Homo, mais ça ne suffit pas. On va voir ensuite Homo erectus, 1000 cm3, lui bien sûr, Homo neanderthalensis, l'homme de Néandertal, et puis l'Homo sapiens, dit l'homme anatomiquement moderne. Alors, ce que je vous raconte aujourd'hui, je l'avais dit déjà à Sanary en novembre dernier, ben, peut-être que dans quelques jours, dans quelques temps, ça va être faux, ça va être à revoir. Parce qu'il y a des découvertes récentes en République de Géorgie, où on a trouvé des crânes qui étaient totalement différents, et la stratigraphie a montré qu'ils n'avaient que 200 ans d'écart. Ils étaient tellement différents que si on les avait trouvés dans des endroits différents du globe, on aurait dit que c'était des espèces différentes, alors que sur le plan phylogénique, c'est les mêmes appartenances. Ce sont tous des erectus. Donc les scientifiques aujourd'hui, dès qu'ils se mettront d'accord, diront « habilis, ça n'existe plus, c'est tout Homo erectus ». Mais on verra, il faut d'abord qu'ils se mettent d'accord. On va rester dans la tendance actuelle tant que cette théorie n'est pas critiquée. Alors on continue. Stop, voilà, ça c'est important. Alors ça c'est un crâne d'Australopithèque, Robustus, Bosis. Alors bien sûr, on peut voir bien sûr les dents. Hein. Alors lui, bien sûr, c'est pas un homo. Hein. Alors voilà, une très très grande crête sagittale, un petit peu comme le Brechen, vous savez, des poulets. Hein. Et alors vas-y, continue. Au passage, regardez là, 2 trous dans ce crâne, je vous expliquerai ce que c'est tout à l'heure. Voilà, finalement, le cerveau se réduit à ça, hein, à cette petite partie-là. Tout le restant, c'est un grand muscle massétérin qui va venir passer là, des muscles masticateurs qui sont très très puissants, et comme ils vont passer là-dessus de part et d'autre des deux côtés, ça va avoir pour rôle d'étriquer la boîte crânienne, hein, de faire comme un étau puissant. Alors en faisant ça, ben ça ne va pas pouvoir se développer. Vous comprenez, hein? Donc ce cerveau va rester englué dans ces puissants muscles masticateurs. Regardez quand même, hein, c'est un véritable massicot, mais le cerveau reste tout petit. Suivante. Si vous avez des questions, c'est maintenant, hein, n'hésitez pas. Hein. Voilà, stop. Alors ça, donc, on va dire que c'est le premier du genre Homo habilis. On imagine déjà qu'il a un outil, hein, on verra, bon, un os, quelque chose comme ça, il est quand même assez gracile. Alors, on va peut-être venir de suite à la question, comment se fait-il que sur les 285 espèces de primates, nous sommes les seuls, à partir du genre Homo, à avoir pu évoluer comme ça. D'abord,
Il faut donc un gros cerveau, 600 cm3. Il faut se tenir debout, bipédie permanent, ce que Lucie ne faisait pas puisqu'elle avait encore une vie arboricole. Elle chaloupait, elle marchait, mais elle grimpait encore dans les arbres. Elle fabriquait probablement ses abris dans les arbres comme les grands singes font aujourd'hui. Il faut donc avoir un gros cerveau, se tenir debout et surtout fabriquer des outils. On n'a pas la preuve formelle que les australopithèques fabriquaient des outils. Quelques singes actuels, les bonobos, peuvent éventuellement fabriquer des outils pour aller dans des termitières, mais ils ont un petit cerveau de 450 cm3 et ils ont une démarche pratiquement sur 4 pattes, que les Anglais appellent le knuckle walking, c'est-à-dire qu'ils marchent sur leurs poings. Ils peuvent marcher sur 2 pattes, mais ils courent sur 4 pattes et ils ont une vie essentiellement arboricole. Donc debout, gros cerveau de plus de 600 cm3, fabriquer des outils, ça y est, vous êtes dans le genre Homo. Alors, pourquoi donc ce cerveau était étriqué chez les autres et pas chez nous? Il s'est produit environ, il a 2,5 millions d'années, lui, 2 millions, 2,7 millions. Il y a 2,5 millions d'années, il s'est produit une mutation génétique. On peut penser aussi que l'environnement a joué dans l'évolution, cher Darwin, mais c'est surtout les mutations génétiques qui coïncident avec l'apparition du premier Homo. Dans les muscles temporaux, ces muscles masticateurs très importants, un gène s'est trompé dans la copie. Alors, dans les copies génétiques, il peut y avoir des évolutions favorables, qui vont permettre à une espèce d'évoluer, et des évolutions, des anomalies de copie qui sont délétères et qui peuvent conduire à l'extinction d'une espèce. Et bien, dans ce cas-là, cette manifestation, cette copie génétique a été favorable, parce qu'elle a fait que les muscles masticateurs puissants, dans ce qu'on appelle dans les protéines masticatrices, eh bien, ça a été beaucoup plus faible. Donc, en ayant des muscles masticateurs beaucoup plus faibles, la calotte crânienne a pu se développer davantage, donc le cerveau a pu grossir. Ne perdez pas de vue qu'il se tient debout. Le cerveau est au 3e étage. 3e étage, ça veut dire qu'il va falloir un afflux sanguin quand même plus important, par un phénomène aspiratif. Donc, le cerveau va être beaucoup plus irrigué. En plus, on peut imaginer que là, c'est pas pour couper de l'herbe, il a une nourriture qui va devenir carnée, peut-être du charognage. Une nourriture carnée avec donc de la graisse et de la viande qui va augmenter sa partie cérébrale. On sait que ça fait augmenter le volume, c'est concomitant. Et puis, nourriture carnée, oxygénation plus importante par un cerveau debout. Je pense que le cerveau donc va grossir et va donc libérer les mains par la bipédie. Rassurez-vous, quand vous êtes bipède, vous avez du temps pour faire autre chose avec vos mains. Fabriquer des outils. Peut-être que quelques singes, je le répète, fabriquent des outils, puisqu'avec les singes bonobos, nous partageons 98% du matériel génétique. 98,2%. Le 1,8% restant, ça fait toute la différence. Les singes n'ont pas eu la chance, ce sont des gros masticateurs, ils mangent occasionnellement de la viande, nos cousins, ils mangent occasionnellement de la viande, et ils n'ont pas eu la chance d'avoir cette mutation, si vous voulez, génétique, qui a fait que les muscles temporaux, masticateurs puissants qui engluaient la calotte crânienne, ont diminué. Autre mutation, curieuse aussi, qui n'est peut-être pas apparue tout à fait en même temps, c'est un article très récent, il y a encore 2,5 millions d'années, où il y a une erreur de copie dans les gènes qui vont faire que les neurones, les connexions cérébrales vont être multipliées. Cette erreur de copie va faire que les connexions interneuronales vont être plus importantes, et donc un cerveau mieux connecté. Si vous avez une route à une voie, elle va plus facilement s'encombrer. Si vous avez une route à 3 ou 4 voies, le fluide, l'information va circuler davantage. Et bien là, c'est exactement pareil. Cette deuxième mutation génétique qui a fait multiplier ces cellules cérébrales, et l'autre qui a fait diminuer la puissance des muscles masticateurs, ont fait que le cerveau a grandi. Donc, on est dans le genre suivant. Homo habilis, premier, 2 millions, 2,7 millions. Les premiers outils qu'on a trouvés datent en Tanzanie de 2,7 millions. Alors évidemment, ça aussi c'est une innovation technologique. Vous allez me dire, les animaux fabriquent aussi des habitats, les oiseaux font leur nid, les singes font en général des nids plutôt dans les arbres. L'homme, lui, a fabriqué des habitats. Le plus ancien date également de 2,7 millions en Tanzanie. Pas de questions sur les habitats, tout ça, non? Oui, non. On a toujours ça. Bon, là, ce sont des dents des défenses de mammouth. Ils ont récupéré tous les matériaux qu'ils pouvaient. Mais dès qu'il a pu, l'homme s'est protégé, bien sûr. On continue. Stop, voilà. Bon, alors là, le feu, je crois que... Ah oui, je vous ai oublié de vous dire que le cerveau humain pèse 2% du poids du corps.
et consomme 25% de notre énergie totale.